Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce débat de cette 19e édition de la Cité de la Réussite. Je m'appelle Nicolas Arpagian, je dirige la revue Prospective Stratégique et je vais servir de modérateur pour cette session qui a un intitulé très prometteur, la vague numérique au cœur de l'entreprise, l'audace de la transition. Alors, cette thématique de l'audace qui irrigue, nourrit l'ensemble de ces 2 journées, amène à s'interroger sur la signification de ce terme, de ce substantif. C'est la tendance à oser les actions difficiles, mais c'est effectivement également l'innovation, ces actes qui permettent et qui encouragent à braver les goûts dominants et donc à être un peu en rupture par rapport à un environnement établi, stable. Pour échanger sur cette question extrêmement vaste, mais qui nous concerne tous, quelle que soit notre position, notre avancée dans la vie, on a réuni un panel complémentaire et je vais vous les présenter dans quelques minutes. Je vous rappelle le mode opératoire, l'habitude de cette cité, c'est que nos différents orateurs vont vous livrer dans un premier temps leurs convictions, leurs sentiments sur cette
thématique, et ensuite rapidement, d'une part des étudiants qui ont déjà préparé en amont et réfléchi à cette thématique, mais également vous-même, avec une règle simple. On vous passe un micro, vous vous manifestez, comme ça on sait que vous avez envie et l'intention de poser une question, vous vous présentez, vous posez votre question, et on va faire en sorte, par des réponses synthétiques et des questions qui le seront également, d'avoir le maximum d'échanges à l'occasion de ces 90 minutes. Effectivement, nous avons en mesure de discuter de pistes, d'éléments de réflexion. Il y aura de la contradiction, de l'analyse, mais plus le débat sera respectueux et justement équilibré, il pourra nous permettre de repartir chacun avec des éléments nous permettant d'alimenter nos réflexions futures. Merci en tout cas de vous prêter à cet exercice. Alors, autour de la table, on va procéder de manière linéaire, de manière à ce qu'il vous soit familier. Didier Barbet, qui est vice-président marketing, communication, relations extérieures d'IBM France. Barbara Dalibar, à mes côtés, qui est directrice générale SNCF déléguée voyageurs. À ma gauche, Maastir Azavi, qui est avocate. Elle est associée au sein d'un cabinet qui s'appelle Auguste et Debouzy. Et enfin, Antoine Gourevitch, qui est directeur associé senior au sein d'un cabinet de conseil en stratégie, qui est le BCG. Voilà, alors je vais leur passer la parole de manière à ce qu'ils, sans plus tarder, puissent vous livrer leurs convictions concernant cette thématique de la vague numérique au cœur de l'entreprise et effectivement la question de l'audace de la transition qu'elle impose. Barbara. Merci beaucoup Nicolas. Alors effectivement, la vague numérique pour la SNCF, c'est une transformation absolument majeure et ça nous amène à nous réinventer tous les jours. Alors pourquoi d'abord? Parce que j'allais dire, je me suis posé la question en arrivant à la SNCF il y a 4 ans. En fait, on gère du temps, on fait gagner du temps, perdre du temps. Et donc la relation au temps est très forte. Et en fait, c'est vrai que ces outils-là, c'est ce qui vous permet finalement d'optimiser votre temps. Donc on a plusieurs enjeux. On a un premier enjeu qui est absolument majeur, qui est l'information. Aujourd'hui, quand on fait des mesures, en fait, nos clients, au bout d'1 minute de retard, alors ça peut être 1 minute d'attente au guichet ou ça peut être 1 minute de retard d'un train, ils commencent déjà à s'impatienter. Et effectivement, plus le temps passe, plus ils s'impatientent. Donc être capable de leur fournir de l'information temps réel, vraiment temps réel, pour effectivement faire baisser le niveau de stress chez eux, c'est absolument majeur pour nous. Le deuxième point, et qui est très lié finalement aux nouvelles habitudes de transport, c'est la fluidité du voyage. En fait, quand on regarde, et j'étais la semaine dernière à une conférence sur la multimodalité, on prenait l'exemple des Pays-Bas où depuis 3 ans, je crois, chaque année, il y a 5% de jeunes qui demandent le permis en moins. Donc effectivement, les gens sont de plus en plus désireux d'avoir un parcours multimodal sans couture. Et pour ça, effectivement, il faut travailler sur la fluidité. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Le premier point sur l'information, c'est de l'hyperconnexion, j'allais dire à la fois pour nos clients et pour nos agents, pour donner un temps d'avance à nos agents, des applications qui sont de plus en plus contextualisées, de plus en plus personnalisées, ce qui est un vrai challenge, parce qu'il faut à la fois être capable de leur dire voilà comment faire pour aller de Barcelone à je sais pas quoi, Helsinki, en train. Et puis deuxième point, il faut être capable de vous dire il y a 32 marches à la gare de Choisy-le-Roi, si vous êtes en fauteuil roulant, c'est un peu compliqué. Donc premier point, et là on développe toutes sortes d'applications. Le deuxième point, c'est la digitalisation finalement de la vente, la billettique. Et là, c'est vrai qu'on a un atout fort avec le voyagesncf.com. Je rappelle au passage que sur le net, il y a plus de 30% des requêtes qui sont liées au voyage et au tourisme. Donc on est vraiment au cœur de ça. 50% de nos billets sont vendus sur Internet. Aujourd'hui, 15% sur des mobiles. Et donc aller jusqu'à la prochaine génération encore plus fluide. C'est pour ça qu'on essaie par exemple d'implémenter le NFC. Alors, comment être audacieux dans ce monde-là ? Alors je crois que le point, c'est d'être tout le temps en alerte pour nous, pour se dire finalement quels vont être les nouveaux usages de nos clients, comment on va pouvoir s'adapter, et y compris quand ça va nous faire mal, être dedans. Alors je prends un exemple, on a lancé IDBus il y a 4 ans, enfin le projet, il y a 2 ans d'un point de vue opérationnel, parce que je me suis dit un jour, il va y avoir de la concurrence avec du bus, donc il faut y être. Donc on crée une business unit. De la même façon, on a lancé Ouigo avec ce sentiment de dire bon, finalement comment est-ce qu'on peut anticiper les futures tendances d'achat et de fonctionnement des Français et pas que des Français. Le covoiturage, c'est une réalité aujourd'hui et on voit à quelle vitesse ça prend effectivement, en particulier dans les nouvelles générations. Donc je dirais être audacieux, c'est assez simple pour nous, c'est de se dire finalement comment on crée l'écosystème qui va permettre à une petite entité de développer un produit
qui va éventuellement frapper un peu le cœur de métier, mais en même temps le protéger, et comment on va pouvoir rendre tout ça complémentaire. Donc voilà, et donc il faut donner des marges de manœuvre à nos dirigeants de ces startups internes, j'allais dire, leur donner la capacité de réussir, et les éloigner un peu au démarrage pour qu'ils soient un peu protégés et faire en sorte qu'ils puissent vivre, parce que sinon, effectivement, la probabilité qu'ils se fassent tuer rapidement par l'écosystème interne est forte. Donc, on travaille beaucoup sur le porte-à-porte, tous les briques qui vont vous permettre demain d'avoir sans voiture personnelle un voyage complètement fluide, où que vous soyez, où que vous alliez, en utilisant du vélo. Bike is back, disent tous les Européens maintenant. Bike is back, donc les vélos, du train, de la voiture, sous toutes ses formes, autopartage, autocovoiturage. Et puis ça veut dire aussi en interne, effectivement, donner les moyens à nos agents, au travers de nouveaux outils du numérique, des chats, des outils de formation, utiliser les MOOC pour effectivement les aider à rentrer dans ce nouvel univers. Et là, il y a un point très important, c'est la génération Y, qu'il faut qu'on accueille bien. Et on accueille beaucoup de jeunes chaque année à la SNCF, et à qui on permet finalement de se développer dans ce nouvel écosystème. Merci Barbara. Alors j'imagine qu'on aura l'occasion de rentrer peut-être ponctuellement dans des détails, dans des éléments plus précis et ponctuels. Antoine Gourevitch, vous êtes donc directeur associé senior au BCG. Votre ressenti par rapport à cette interrogation sur la vague numérique au cœur de l'entreprise? Alors moi ce que je pense, c'est que les entreprises vont avoir besoin de beaucoup d'audace pour faire face à la vague numérique. Et pourquoi? Quand vous regardez aujourd'hui les 4 entreprises qui actuellement gagnent dans le numérique, c'est Google, Apple, Facebook et Amazon. Qu'est-ce qu'ont fait ces 4 entreprises? Elles ont quelque chose qu'elles ont fait en commun et qu'elles ont fait très bien. Elles ont créé des plateformes. Alors des plateformes d'échange et des plateformes de commerce. Et c'est des plateformes qui voient grand. C'est des plateformes mondiales qui vont très vite et sur lesquelles le nombre d'utilisateurs, le temps qu'il a fallu pour arriver à 1 million d'utilisateurs sur Facebook ou sur Google n'a rien à voir avec le temps qu'il a fallu pour avoir une télévision. Et qu'est-ce qui fait qu'on gagne quand on a une plateforme? Il y a 2 raisons. Il y a une logique économique qui a changé dans le monde numérique et c'est ça qu'il faut comprendre. La première raison, c'est que le numérique permet de briser un vieux compromis. Quand la SNCF, il y a 20 ans, avait des trains qui n'étaient pas assez remplis pour, par exemple, aller en Suisse, ils avaient 2 façons de travailler. Le premier, c'est qu'ils faisaient une publicité à la télévision pour dire « les Alpes, c'est magnifique ». Et effectivement, les gens pouvaient voir une publicité, donc ça touchait un grand nombre de personnes avec un message très court, pas très riche. L'autre façon de faire, c'était de demander à des vendeurs, dans les boutiques ou au téléphone, d'avoir un discours sur pourquoi est-ce que c'est bien d'aller faire du ski dans les Alpes. Donc ça, c'est bien. Un vendeur, ça peut avoir un discours très riche, mais ça touche peu de personnes et ça coûte très cher. Le numérique, ça brise le compromis entre la richesse du message et la largeur de l'audience. Et ça permet de faire une plateforme de commerce comme Amazon, par exemple, où si vous cherchez un téléphone mobile, vous n'avez pas besoin d'avoir un vendeur. Vous avez en fait toutes les informations sur la plateforme. Donc ça, c'est le premier élément qui fait qu'avoir une plateforme, ça permet aujourd'hui de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 20 ans. Le deuxième élément, c'est que comme c'est numérique et donc il n'y a pas de production physique, il n'y a pas d'économie. Enfin, l'économie, en fait, elle est que quand vous rajoutez un utilisateur, vous augmentez la valeur de la plateforme. Dans le monde auquel on était habitué avant, si vous cherchez du lithium qui peut servir pour la batterie électrique, la première tonne de lithium que vous extrayez du sol vous coûte beaucoup moins cher que la dernière tonne. Parce qu'en fait, vous allez commencer par le lithium qui est à fleur de lac, dans ce cas-là, etc., avant d'aller creuser dans les tunnels. Mais là, la plateforme, c'est ce qu'on appelle une économie des rendements croissants. Donc c'est très différent. Et le problème des entreprises aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas, pour faire face à la vague numérique, de faire 3 applications sur une tablette numérique, un iPad ou un smartphone. Il s'agit en fait de recréer des plateformes. Alors, qui aujourd'hui crée des plateformes? C'est des gens comme Airbnb, par exemple, TripAdvisor, qui sont ce qu'on appelle des plateformes de second rang. Ce n'est pas les grandes plateformes de Google ou d'Amazon. Mais aujourd'hui, il y a peu d'entreprises. Alors, il y en a quelques-unes qui commencent. Et il faut voir grand. Une plateforme, comme c'est un rendement croissant, c'est le gagnant. Enfin, je veux dire, le gagnant, il a tout gagné. Il n'y a pas de place pour le deuxième ou le troisième. Et donc, si on n'est pas audacieux, si on ne voit pas grand, on perd dans le numérique. Et c'est ça le danger pour les entreprises, entre guillemets, classiques aujourd'hui.
Merci. Donc effectivement, déjà nous avoir donné des pistes, parce qu'on voit bien qu'il y a un écosystème qui se construit, et avec des personnes, si on parlait de vagues numériques, qui manifestement sont déjà en train de capitaliser sur l'énergie de cette vague. Maître, effectivement, cet univers, il est économique, il est, on l'a vu, commercial, humain, avec les problématiques de ressources humaines, mais forcément se pose la question du droit, et quand on est avocat, effectivement, c'est cette matière première qui vous concerne. Je reprendrai la suite de ce que vient de dire Antoine. Antoine disait il faut voir grand tout de suite parce que finalement il n'y a plus de place pour les deuxièmes. Ce qui est important dans ce cadre-là, c'est comment est-ce qu'on regarde ça d'un point de vue juridique. Très souvent, lorsque quelqu'un a un projet et qu'il va voir son juriste d'entreprise, son avocat, en lui disant j'ai un projet absolument incroyable, je veux voir grand, fréquemment il est confronté à une première étape qui est de dire oh mon Dieu, il faut qu'on essaye. On n'est pas certain d'y arriver. Il y a les contraintes A à Z, il y a les contraintes 1 à 1000. Et en fait, le droit, qui peut être normalement un vecteur d'accélérateur de cette croissance, se transforme très fréquemment en plutôt un vecteur de décroissance, qui est de dire, et si on faisait un tout petit test? Et si l'on vérifiait s'il y a une conformité réglementaire légale à telle ou telle norme, mais à une toute petite échelle? Et en fait, là où est l'audace finalement dans le droit, c'est d'essayer finalement de faire en sorte qu'on puisse accompagner les entreprises dans cette vision de voir grand dès le départ. Ça veut donc dire qu'en réalité, il faut que l'on réfléchisse autrement, plutôt que de réfléchir négativement. En préparant notre venue ici, on a chacun lu, analysé, réfléchi, et j'ai sorti des kilos et des kilos de papiers rédigés par des juristes, par des avocats, tous plus éminents les uns que les autres. Et ce qui était extraordinaire, quand ça concerne le numérique, on utilise des mots négatifs. On utilise des « c'est difficile ». On utilise le mot privation, on utilise le mot interdiction, on utilise le mot... tout est négatif. Et c'est intéressant parce que les mots ont un sens. Et en fait, les mots qui ont un sens, finalement, ça veut dire qu'on transmet cette caractéristique négative pour celui ou celle qui va effectuer tel ou mettre en œuvre tel ou tel projet. Donc c'est très important de voir dans quelle mesure, nous, on peut changer d'état d'esprit pour essayer d'accompagner cette vague de croissance qui est essentielle, parce que de toute façon, c'est très simple. Il y a ceux qui vont y aller, ceux qui vont être accompagnés de ceux qui vont être audacieux et qui vont leur permettre de faire finalement ce projet, et ceux qui vont se retrouver freinés. Encore une fois, on disait à titre anecdotique tout à l'heure, ça ne veut pas dire que notre objectif, c'est de dire allons-y à tout prix, allons-y sans regarder les risques, allons-y sans réfléchir, et quel bonheur et délectation de mettre l'ensemble de nos chefs d'entreprise en prison. C'est pas ça l'idée, bien entendu. Mais c'est l'idée de voir dans quelle mesure on peut structurer les choses pour prendre des risques mesurés, pour pouvoir prendre cette place qui est une place essentielle. Et je vous livrerai juste une anecdote. Il y a plus de 15 ans, je travaillais pour Microsoft, je continue toujours à travailler pour Microsoft, et on me dit, est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, en négociation? C'est un contrat, ça s'appelle Sixième Sens. Alors, très bon enfant, je prépare mon cartable, mon crayon, et évidemment, à l'époque, pas de tablette ni quoi que ce soit, il y avait juste un téléphone portable qui avait cette taille-là, et dans le chemin de mon arrivée en réunion, je leur demande de m'expliquer ce qu'est Sixième Sens. On me dit, c'est une techno hyper intéressante qu'on va essayer de mettre en place avec une boîte de télécom, et on va pouvoir désormais s'envoyer des messages par téléphone. Moi, assise complètement déboussolée dans mon taxi, levant les yeux au ciel en me disant « mais ils sont complètement dingues. Pourquoi voudraient-ils qu'on s'envoie des messages par téléphone alors qu'il y a l'email ?» À l'époque, l'email commençait à se généraliser. C'était déjà la lune, c'était déjà extraordinaire. Et finalement, en arrivant dans cette salle de réunion avec des gens tous plus motivés les uns que les autres, nous avons négocié, nous avons structuré, nous avons mis en place. Et finalement, le SMS a vu le jour. Je ne suis pas en train de dire que j'étais seule à faire ce travail-là, bien entendu, mais nous avons la communauté des intérêts s'est retrouvée en se disant c'est peut-être absurde pour moi qui ne suis pas une technicienne, le droit sur le sujet c'était juste du contrat dans le fond, la question des données personnelles ne se posait pas, mais les uns et les autres avaient un projet et on s'est tous dit on va se débrouiller, on va le faire. Merci, effectivement, donc voir qu'effectivement le droit accompagne, enfin peut accompagner, et qu'on a quand même besoin pour cette vague, fut-elle numérique et donc dans des usages innovants, dans des technologies qui ne sont pas encore abouties et qui sont en cours de maturation, il y a cette activité juridique qui va être exigeante à l'encontre notamment d'activités économiques et avec des finalités dans nos vies quotidiennes. Didier Barbet, un mot sur justement cette approche de la vague numérique au cœur de l'entreprise. Oui, Nicolas. Pour partager ma conviction sur ce sujet, je me suis, comme Asti, j'ai fait un peu mon travail personnel
et au-delà de tous les messages qui sont liés à mon entreprise, qui est un innovateur dans la technologie, ça fait 100 ans qu'on existe, 100 ans en France, 103 dans le monde, j'arrête, je ne parle plus d'IBM, mais je me suis dit, en fait, le titre, la vague numérique au cœur de l'entreprise, je me suis dit que ce n'est pas une vague, c'est un véritable tsunami auquel on est en train de faire face. Et ce n'est pas anxiogène ce que je suis en train de dire, c'est que ça s'apparente à une grande révolution industrielle comme celle qui a marqué notre histoire économique. Et je trouve qu'on vit une époque absolument formidable. Et si je reprenais ce matin, j'étais à un débat sur comment voir grand avec de l'audace. Il y avait un des débatteurs qui aurait échangé son salaire et sa fonction contre être devant nous, là, les jeunes que vous êtes, pour encore vivre encore plus longtemps, pour embrasser cette nouvelle économie qu'on est en train de créer. Le numérique, c'est quelque chose de fantastique parce que c'est quelque chose qui permet beaucoup d'agilité et qui a une contrainte absolument incroyable, qui est la contrainte de la vitesse. Et je pense qu'on ne peut plus faire les choses de la même façon. Et quand on dit que c'est au cœur de l'entreprise, le cœur d'une entreprise, c'est son modèle, et qu'il faut réinventer, Barbara y a fait allusion tout à l'heure, il faut réinventer le modèle interne, les start-upers d'interne. Il y a plein de richesses à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur, et qu'il faut essayer de les fédérer autour non plus d'un produit, mais d'un usage. IBM n'est plus une entreprise de produits. Bien sûr qu'on a des produits, mais nous sommes là pour satisfaire des usages, imaginer des usages nouveaux. Et puis, comme le rappelait Antoine, bien sûr, ce sont des plateformes, mais si vous regardez les entreprises qu'il a citées, qu'on appelle communément dans le jargon les GAFA, les Google, Amazon, Facebook et Apple, eh ben, l'entreprise IBM, elle se trouve au cœur de tout ça, parce qu'elle vend des brevets à Google pour leur permettre de développer ces plateformes. Elle fait des accords stratégiques avec Apple pour justement travailler sur l'interface entre l'individu et puis la technologie pour rendre possible tout ce qu'a décrit tout à l'heure Barbara. Elle travaille aussi un accord que nous avons signé la semaine dernière avec Twitter pour mieux comprendre, mieux écouter ce qui se passe sur le marché et transformer ces informations en informations pertinentes, premier sujet de Barbara tout à l'heure, en informations pertinentes pour prendre des décisions et pour répondre aux clients. Bref, c'est une opportunité incroyable pour des entreprises comme les nôtres. L'autre chose que je voudrais vous dire, c'est que dans le passé, mon entreprise était assez réputée jusque dans les années 93 pour avoir raison sur tout. On a tellement eu raison sur tout qu'on a failli mourir. Et quand vous tutoyez, quand vous êtes aux portes de la mort, vous changez d'hygiène de vie. Et cette hygiène de vie, c'est de s'ouvrir sur les autres, c'est d'être le moins propriétaire possible dans vos architectures pour permettre que des concurrents, même des gens qui sont partenaires un jour, Mahasti parlait tout à l'heure de Microsoft, partenaires un jour, deviennent concurrents le lendemain et redeviennent partenaires puisque, en fait, nous venons aussi de signer un accord avec Microsoft pour que les produits de Microsoft tournent sur les infrastructures IBM. Bref, on est dans un monde de coopétition et de compétition absolument incroyable qui permet de tout réinventer et de rendre tout possible. Le dernier mot que je voudrais vous laisser, la dernière idée, parce que le dialogue sera certainement beaucoup plus fructueux, c'est que pour moi, ce n'est pas une transition. C'est une refonte. C'est redéfinir et repenser la façon dont on satisfait un besoin, la façon dont on accompagne des citoyens, des clients et des collaborateurs grâce à cette vague numérique. Et je trouve que, moi, ce que je constate, j'ai 33 ans de sang bleu dans les veines. Je suis rentré dans cette entreprise il y a 33 ans. À chaque fois que j'ai voulu la quitter, le marché changeait, donc j'y suis resté, parce qu'à chaque fois j'avais de nouveaux challenges, de nouveaux défis qui se présentaient à moi. Mais surtout, ce que je constate aujourd'hui, c'est que le temps du numérique, c'est le temps de l'individu. Et que lorsque je suis rentré dans l'entreprise, j'étais dans une phase où j'apprenais beaucoup de l'organisation. Aujourd'hui, le temps de mes collaborateurs est en avance sur le temps de l'organisation. Et le temps du client, il est en avance sur le temps de l'entreprise. Donc si nous, entreprises, on ne se transforme pas pour répondre à ces défis-là, on n'est plus, j'allais dire, aligné avec ce que la société nous demande. Et je trouve que c'est une fantastique opportunité pour les entreprises. On vit une époque formidable. Merci effectivement d'avoir comme ça apporté cet éclairage personnel. Simplement, c'est vrai que dans les entreprises telles qu'elles ont été évoquées par Antoine et par Didier, on parle là d'entreprises qui n'existaient pas
il y a 15 ans, Google créé en 1998. C'est vrai qu'il y a d'autres, c'est pour ça qu'il faut envisager effectivement l'émergence immédiate d'acteurs capables d'occuper une dimension planétaire dans des délais qui ne correspondent pas à la construction telle qu'on l'a envisagée jusqu'à présent. La deuxième caractéristique, c'est quand même, on a parlé de chiffres, on a parlé d'occupation de marché, mais sans faire de l'économie expliquée, c'est quand même de dire qu'il ne faut pas confondre non plus chiffre d'affaires et bénéfices. Parce que vous pouvez avoir un très gros chiffre d'affaires, mais ce n'est pas pour ça que vous avez des bénéfices. Vous avez, prenez le cas de Twitter, une entreprise qui s'interroge sur son modèle économique parce qu'effectivement, elle a une forte popularité, elle a une forte audience, elle a de forts usages. Mais comment je finance? Parce que quand je mets de la publicité, mes utilisateurs n'aiment pas. Et donc, ils ont tendance à se manifester et à vouloir voter avec leur souris, avec leurs doigts et à marquer leur mécontentement. Donc, c'est vrai que cette économie, il faut aussi qu'elle se construise. Donc, comment est-ce que, Antoine, on arrive à consolider ces modèles? Parce qu'on voit bien les usages et il y a un terme qui n'a pas encore été évoqué, mais qui a toute son importance dans cette vague numérique, c'est aussi la gratuité. C'est-à-dire que dans l'économie historique, traditionnelle, la gratuité, elle est marginale, elle est réservée au secteur social. Là, on se trouve dans une économie de la gratuité qui construit, consolide et certainement par ailleurs détruit d'ailleurs des modèles existants. Et comment est-ce qu'on arrive à avoir une stratégie d'entreprise dans ce contexte-là? Alors, effectivement, c'est intéressant, l'économie de la gratuité, ce qu'on appelle le freemium. En fait, elle est souvent cachée parce que Google est un bon exemple. On a tous un compte Gmail qu'on ne paye pas, et même certaines entreprises en ont un. La réalité, c'est qu'en fait, c'est évidemment payé par quelque chose. Soit l'utilisation de vos données personnelles, on va revenir, Massy va en parler sûrement, parce qu'effectivement, à partir de ça, ils peuvent vendre de la publicité. Et le génie de Google, d'ailleurs, au début, quand vous regardez, c'était, tu le disais très bien, ça a été créé en 98. Au début, ils n'ont pas trouvé leur modèle économique. Le début de Google, c'était une interrogation de bon, bah, ok, c'est bien, on sait chercher des choses sur Internet. Finalement, comment on gagne de l'argent? Et ça a été le jour où ils ont compris qu'en fait, ils pouvaient rapprocher une communauté d'utilisateurs sur la plateforme, sur laquelle ils avaient beaucoup d'informations, et de l'autre côté, une communauté d'annonceurs qui étaient prêts à payer pour avoir de l'information de leurs clients, que le modèle économique était trouvé. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit bien que the winner takes it all, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la plus grande plateforme d'utilisateurs du monde et les plus grandes plateformes d'annonceurs, en fait, qui va déplacer cette plateforme? Quelle masse critique? C'est un peu comme une bourse. C'est très difficile quand vous avez une bourse qui est ouverte de déplacer une bourse. C'est pour ça d'ailleurs que Google avait pris le contrat d'AOL à l'époque de gérer la publicité d'AOL. Ils l'ont pris à perte parce qu'ils ont, avec ça, eu accès à des annonceurs qu'ils ont pu mettre en relation avec leur propre base de clients. Donc ça permet de faire du gratuit. On ne peut pas faire du gratuit comme ça. C'est-à-dire que pour faire du gratuit, il faut avoir une base installée importante et un modèle économique qui permet de fonctionner. Microsoft l'a fait en son temps d'ailleurs. Chaque grande entreprise dont on parle, que ce soit Amazon, Apple, Facebook, etc., c'est construit sur une vague technologique ou sur une idée, mais principalement une vague technologique. Et leur grande angoisse d'ailleurs, c'est d'être déplacé par la vague technologique qui va venir. L'angoisse de Google, c'est de se faire déplacer par le mobile. Aujourd'hui, si vous êtes chez Google, vous n'avez pas le droit de présenter un projet aux deux fondateurs qui est sur Internet. C'est d'abord sur le mobile parce que leur grande angoisse, ça a été de se faire déplacer par Facebook ou par Apple avec Siri. Donc, le mobile, en fait, le gratuit, il y a deux types de gratuit. Il y a le gratuit communautaire, ce que j'appelle le crowdsourcing, qui est assez extraordinaire, en fait, qui est une tendance qui va se développer alors, sur des plateformes payées par des gens qui, eux, ont des revenus ailleurs. Mais quand vous réfléchissez, il y a beaucoup de gens qui ont du temps. Il y a beaucoup de gens qui sont à la retraite, par exemple, et beaucoup d'ingénieurs à la retraite qui ont du temps qui savent très bien faire des pièces dans n'importe quel secteur. Et on peut très bien imaginer aujourd'hui, ça existe, avec aujourd'hui l'impression 3D d'ailleurs aussi, vous pouvez imaginer des ingénieurs qui vont fabriquer une voiture ou des pièces, qui vont mettre en open source un plan qui pourra être fabriqué, diffusé sur l'ensemble des imprimantes 3D dans le monde entier. Donc d'ailleurs aujourd'hui il y a un réseau de toutes les imprimantes 3D du monde en open source, donc vous pouvez très bien savoir à côté d'ici, à côté de la Sorbonne, les 50 imprimantes 3D où sont-elles. Vous pouvez mettre vos plans en open source, vous pouvez demander à des gens de les imprimer, vous avez payé pour ça. Et donc on voit des modèles presque semi-gratuits qui émergent. Ça c'est les modèles communautaires. Et puis après il y a les modèles de ces grandes entreprises qui sont aujourd'hui, qui tiennent le numérique, qui sont en fait des monopoles et qui utilisent... Bon, on sait qu'elles gagnent quand même beaucoup d'argent. Vous savez que Apple, Google sont les premières entreprises mondiales en bourse. Elles ont plus de 50 milliards de cash, qui utilisent leur cash pour donner des services gratuits, pour continuer à garder leur monopole. Donc il n'y a pas d'angélisme sur le gratuit. Tout le monde l'utilise, c'est bien, mais derrière, il faut savoir qu'il y a toujours un modèle économique qui fonctionne. Sinon, comme Twitter, effectivement, ça pose des questions sur la logique du modèle. Merci Antoine. Je peux réagir, Nicolas, là-dessus parce que oui, bien sûr.
Vas-y. Voilà, ce que je pensais d'abord dans la transition, Ouais. parce qu'on a parlé de modèle et après on parlera de l'outil, mais la problématique de la transition de l'entreprise, de son adaptation, parce que là, les projets dont on a parlé sont des entreprises qui se sont créées par rapport à des vagues technologiques telles que l'évoquait Antoine. Comment est-ce qu'on fait quand on fait cette phase de transition, justement, avec des équipes, avec des personnels, avec un projet d'entreprise, sinon ancien, en tout cas installé, ancré par une tradition et des usages? Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait une règle absolue. Je pense que le point important, c'est toujours de garder le client, l'utilisateur de ces produits. Vraiment, c'est le vrai nord, c'est ça, c'est le client. Et de se dire comment ce voyageur qui, dans le cas de la SNCF, qui a l'habitude de prendre son train, etc. Et là, on voit bien qu'on est sur du dur. Je veux dire, il faut faire de l'infrastructure, il faut acheter des trains. Un train, ça dure 30 ans. Donc, on n'est pas comme dans l'économie du numérique où tous les 6 mois, je dirais, on change de normes, de format, éventuellement de compte mail, etc. Je pense qu'effectivement, il faut vraiment toujours se dire comment je continue à parler à mon client, comment il continue à me parler. Et à partir de ça, on voit bien finalement le petit nuage qu'il faut bâtir autour de l'entreprise pour se dire, voilà, je veux continuer à lui parler, parce que si je ne lui parle plus, alors là, c'est sûr, je vais me planter. Alors je reviens d'abord 2 secondes sur l'histoire de la gratuité, parce que la gratuité, c'est quand même, moi ça me frappe toujours, c'est en gros, il y a une phrase que j'adore qui dit quand on ne sait pas si on est un client, ça veut dire qu'on est le produit. Donc effectivement, nous sommes tous les produits des grands acteurs du net. Et donc ça a des implications, être le produit. C'est-à-dire qu'on donne quelque chose, quelque part, en échange du service gratuit qu'on obtient. Nous, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est effectivement de se dire, il ne faut pas être des intermédiaires. Il faut qu'on ait donc ces briques qui nous permettent de parler à nos clients. Il faut qu'on soit à leur écoute en permanence. Et ce n'est pas évident. Et vous allez tous me dire, et vous allez me raconter vos expériences, et je les écouterai avec intérêt, qui est qu'effectivement, chaque expérience client avec la SNCF est particulière. Comment j'arrive à la traiter? Comment j'arrive effectivement, au travers de l'information que l'entreprise elle-même va capter, à m'adapter? Et c'est comme ça qu'on se dit, tout d'un coup, waouh, là, j'ai 1, 2, 3 000 clients qui ont envie de ça. Comment je leur apporte ce service-là? Et puis, on décide de le faire soi-même ou avec d'autres. Et je crois que ça a été dit, effectivement, on est dans des systèmes très ouverts, compétitifs. Donc, l'objectif, ce n'est pas de tout faire nous-mêmes. L'objectif, c'est d'être assez ouvert pour, effectivement, mettre en place des écosystèmes complexes. Je reviens juste sur un point et sur l'effet réseau, parce que ça a été évoqué par Antoine tout à l'heure. Et le premier, effectivement, un avantage, c'est comment je peux avoir des partenaires, y compris, par exemple, des futurs concurrents, je pense par exemple aux autres compagnies ferroviaires pour nous, avec qui je vais bâtir un effet réseau. Parce que si on revient sur l'histoire des télécoms, de l'informatique, du numérique en général, il y a un effet réseau. Comment je bâtis un effet réseau qui fait que je vais simplifier la vie de mon client pour toujours être là demain? Merci. Didier. Oui, je voulais réagir sur cette notion de gratuité, parce que il y a quelques années, il y a une opinion qui s'est installée. Quand je vais sur le cloud, finalement c'est gratuit, tout est gratuit, personne ne comprend. Il y a une économie derrière qui est extrêmement subtile, et surtout, quand on est dans le cloud, ça nécessite, j'allais dire, ce que j'appelais... Un mot peut-être pour préciser. Justement, j'y viens. C'est ce que j'appelle, moi, des usines numériques. Quand je parlais avec l'ancien ministre du redressement productif, je lui dis, mais voilà un chemin pour la réindustrialisation française, c'est de créer des usines numériques. Parce que pour faire fonctionner des Google et autres, il faut de sacrées usines numériques. Il faut des technologies extrêmement éprouvées. Juste imaginez qu'en 2015, il y aura 1000 milliards d'objets connectés sur la planète. Ces objets connectés vont permettre à Barbara de mieux connaître son client, le Nord. Le Nord, c'est mon client. Et son train surtout, voilà. C'est imaginer des capteurs sur les infrastructures de la SNCF pour augmenter la sécurité des trains, etc., etc. Tout ça, naturellement, nécessite des infrastructures informatiques ou des infrastructures industrielles extrêmement importantes. Et c'est là où une entreprise comme la mienne a toutes ses chances, parce que non seulement elle innove, elle crée, mais elle fait de la recherche et développement, non pas uniquement dans les différents maillons qui créent la solution technologique pour répondre aux besoins du client, mais elle le fait aussi avec le client. Imaginez, je vous donne juste un exemple, dans les maladies, dans le domaine de la santé, en particulier dans le traitement des maladies du cancer, nous avons inventé un nouveau système qui s'appelle Watson, qui est l'ère de l'ordinateur cognitif.
Ça ne veut pas dire que ça remplace l'individu, pas du tout. C'est un assistant personnel au médecin. Et juste pour vous donner juste un chiffre, savez-vous que pour rester au dernier niveau d'information sur les maladies du cancer, il faudrait que le médecin, en dehors de faire son job, puisse lire toutes les semaines 160 heures de documentation pour rester au même niveau. 160 heures, c'est juste mission impossible. Envisager qu'il y ait un système qui lui permette de mettre à sa disposition cette information pour poser un meilleur diagnostic et définir une meilleure thérapie avec des modèles qui permettent, les 1000 personnes dont Barbara parlait tout à l'heure, de permettre de tirer des offres ou de faire des approches qui sont personnalisées, là, non seulement vous ne remplacez pas le médecin, mais vous aidez le médecin à accomplir sa mission. Et c'est ça l'informatique de demain, c'est de créer ces systèmes-là. Et ces systèmes-là, on ne les crée pas tout seul. Ce qui fait que dans les laboratoires de recherche chez IBM, nous avons des médecins, des oncologues qui travaillent avec des chercheurs IBM pour travailler sur ces modèles, ces plateformes, comme dirait Antoine, pour répondre à cet usage-là. Et naturellement, ça pose la question de l'utilisation des données. Et là, je pense que Mahasti est bien plus compétent que moi, parce que c'est quel est le niveau de données en termes de sécurité et de respect de la vie privée que je suis prêt à partager avec un système en contrepartie de quelle valeur? Ça, c'est peut-être une question pour Mahasti. Antoine. Juste, moi, je voulais revenir sur Watson. Si vous n'avez pas regardé, allez regarder sur YouTube ce que fait Watson, et notamment le fait qu'il a gagné Jeopardy, qui est un jeu important américain. Il doit y avoir aussi une version française. Mais c'est vraiment, avec Watson, on voit ce qu'est le futur dans 10 ans. On a beaucoup de mal à penser le monde numérique, quand on est, enfin nous tous, moi y compris, parce que notre cerveau est linéaire. Or, le monde numérique, c'est un monde digital, et le monde digital, vous savez, il y a des lois qu'on appelle loi de Moore, qui sont que la puissance informatique est multipliée par 2 tous les ans. Donc en fait, il faudrait penser exponentiel, mais ça, on ne sait pas le faire. Watson qu'on voit aujourd'hui, dans 10 ans, ça serait quelque chose que chacun aura dans son domaine. Et pourquoi ça va transformer le monde de façon fondamentale? Ça va transformer la médecine. C'est-à-dire que si vous avez un Watson, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de vous faire un diagnostic quasiment comme un expert, finalement, il y aura 3 types de médecins. Il y aura les médecins stars, c'est effectivement des gens qui sont des grands chercheurs, qui vont très loin et sur lesquels Watson ne peut pas encore, alors peut-être que dans 40 ans ce sera le cas, mais Watson ne pourra pas encore jouer. Il y aura le médecin moyen, finalement, pourquoi l'avoir lui? Il vaut mieux avoir Watson, et à la limite, il sera là plutôt pour vous accompagner. Donc c'est un rôle très différent. Ce n'est pas un rôle de diagnostic, mais un rôle d'accompagnement dans le traitement. Et puis, il y aura besoin de gens moins qualifiés, effectivement, pour essayer aussi de prendre en charge une partie de la population. Et donc, on voit bien, avec l'évolution des technologies, comment le monde va changer, et pas que sur les plateformes dont on a parlé, aussi tous les métiers, en fait. Et je trouve que l'éducation, la santé sont des choses qui vont être bouleversées dans les 10 ans à venir, et c'est ça qui est absolument incroyable et qui va nécessiter beaucoup d'audace. Mahasti, oui. 2 observations. Je reviendrai sur la question des données dans un instant. Un sujet qui est très intéressant et qui ressort de ce que chacun vient de dire, je trouve, c'est le point de la mixité des expériences et des expertises pour un seul et même projet. Avant, quand on regardait un certain nombre de nouveaux produits, finalement, vous aviez un technicien ou un expert dans un domaine qui développait un produit donné. Et Didier, pour reprendre ce que vous venez de dire, ou Antoine, on constate que de plus en plus, pour développer un seul et même produit, ou en tout cas un service, on a une multiplicité d'experts que normalement on n'aurait pas mis ensemble pour développer justement ce produit. Là, on évoquait des scientifiques, des informaticiens, des techniciens, et finalement, ce qui est intéressant, c'est que cette multiplicité d'intervenants, on va aussi le retrouver dans le domaine du droit, parce que finalement, le droit ne va plus pouvoir aussi accompagner l'entreprise en étant simplement composé de gens qui ne sont que des juristes. Être juriste ne va plus être suffisant, il va falloir des juristes qui ont une ambivalence d'approche, une multiplicité d'approches et des connaissances variées. À titre d'exemple, dans un certain nombre de cabinets, y compris chez nous, mais on n'est pas les seuls, on recrute de plus en plus d'ingénieurs. On a des avocats qui sont aussi ingénieurs, on a des avocats qui ont fait médecine, on a des avocats qui ont travaillé dans des univers très différents. Donc, pour que cette vague du numérique puisse aussi prospérer du côté de ceux qui vont être les accompagnateurs juridiques, nous devons nous aussi nous transformer pour y arriver. Ensuite, la question des données. La question des données, elle est absolument passionnante parce que, pour moi, elle est au cœur de cette situation un peu fascinante qui est de dire « protège-moi malgré moi ».
Pourquoi est-ce que je dis protège-moi malgré moi? Parce que d'un côté, on le voit, les uns et les autres ont une liberté de communication sur leurs données, leurs données personnelles au sens très générique du terme, qui est immense. Vous disiez tout à l'heure, Barbara, le fait qu'il n'y a rien de vraiment gratuit. C'est vrai, il n'y a rien de gratuit, mais en même temps, chacun d'entre nous, toute la journée, se connecte, s'inscrit à un truc, laisse ses coordonnées. Alors au départ, on commence par son email, mais ça va toujours au-delà de l'email et on communique, qu'est-ce qu'on aime, quelle est notre date de naissance, est-ce que finalement on apprécie ceci ou plutôt cela. Tout ceci, finalement, est fait par un acte purement et simplement volontaire et que l'on nourrit au fur et à mesure. Et finalement, à côté de ça, il y a peut-être ce que l'on peut appeler plus des sages qui se disent « attention », parce que cette communication qui a l'air tout à fait simple et simpliste, dans le fond, elle n'est pas aussi simple. Elle n'est pas dénuée d'intérêt, elle n'est pas dénuée d'un intérêt finalement commercial, économique. Et d'ailleurs, on le voit bien, un certain nombre de business models de grandes entreprises sont complètement fondés sur cette communication tout à fait gratuite de données concernant chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Alors, cette dichotomie est intéressante, encore une fois, entre ceux et celles qui communiquent leurs coordonnées, leurs données toute la journée, et les autorités qui, derrière, cherchent à les protéger et qui, finalement, créent un corpus législatif réglementaire extrêmement lourd, extrêmement intense pour les entreprises et qui se mettent à contrôler les entreprises de manière, avec une assiduité folle. Si on regarde le terrain français, notre autorité de contrôle des données personnelles, donc la CNIL, elle a multiplié le nombre de ses collaborateurs, elle a désormais des pouvoirs de sanction. Alors vous me direz, c'est moins important comme pouvoir de sanction par rapport à une autorité de la concurrence qui va sanctionner une entreprise à plusieurs milliards d'euros. Mais par rapport à une autorité qui n'avait pas la puissance de frappe qu'elle a aujourd'hui, la donne a changé. Donc aujourd'hui, ce qui reste extrêmement intéressant, c'est comment l'entreprise, tous ceux et celles qui fonctionnent sur ce modèle finalement entre guillemets gratuit, vont continuer à pouvoir prospérer et se développer tout en respectant la règle, tout en respectant la norme. On l'a vu, Google s'est fait sanctionner il y a quelques mois par la CNIL. On voit les enquêtes et les procédures qui sont initiées au niveau communautaire. Mais encore une fois, c'est une zone de droit liée à l'économie et à la prospection de ces entreprises qui est une ligne très ténue, mais dans laquelle finalement le législateur, les autorités sont là pour venir faire en sorte que l'on puisse protéger finalement, nous protéger, nous tous individus, malgré notre bonne volonté, notre souhait de communiquer très librement toutes ces entreprises, toutes ces données, pardon. Pardon, non, je disais que la complexité juridique faisait aussi le bonheur et la prospérité des cabinets d'avocats et que les 150 000 euros de condamnation de Google, je pense, n'ont pas hypothéqué les marges et la prospérité de la maison. C'est-à-dire que voilà, on est quand même dans une proportionnalité qui est assez... qui est très faible. Voilà. Mais bien entendu, mais je pense que ce ne sont que des premières étapes. C'est-à-dire qu'à un moment donné... c'est vrai que probablement les autorités se rendent bien compte que la problématique des 150 000 sont absolument absurdes, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a un risque supplémentaire, la problématique du risque d'image. On le voit, les grandes entreprises souhaitent, et il était essentiel de maintenir une image de marque qui n'est altérée à aucun moment vis-à-vis justement de cette cible qu'est le consommateur. Donc, dans quelle mesure et dans quelles conditions est-ce que l'on peut faire en sorte, à un moment donné, si on est à risque, tout de même de protéger cette image et cette réputation dans le marché? Sachant que dans la transition qu'on a évoquée là, on a bien évidemment, vous l'avez dit, avec l'automatisation, la robotisation, ces métiers qui sont remplacés par des machines, va se poser quand même dans cette transition le traitement accordé aux personnes, individus qui n'ont pas les compétences d'être à la fois docteur en chirurgie et docteur en droit et qui donc n'ont pas ces capacités d'être employables systématiquement dans les meilleures conditions parce que dès lors, effectivement, comme l'a évoqué Antoine en disant plutôt que de prendre le médecin un tel, vous serez mieux soigné par le robot, même lui ou elle avec ses 12 ans d'études va être ringardisé, banalisé et donc ça pose la question du traitement social et collectif, c'est-à-dire d'avoir des robots actifs et une population de chair et de sang qui, elle, sera considérée comme subalterne, dégradée par rapport à cet environnement. Dans la vague, il y a ceux qui surfent et effectivement ceux qui reçoivent les gouttes. Si on peut juste avoir maintenant les interrogations de la part des étudiants, la règle va toujours être la même, vous vous présentez et on entendra votre question. Bonjour, Charles-Élie Sabat, management de l'innovation aux mines et à Dauphine. Donc pour rejoindre ce que vous avez dit, M. Gourevitch, sur la loi de Moore,
On a une multiplication phénoménale de la puissance de calcul. On va arriver aux milliards d'opérations par seconde d'ici 2020. Comment les entreprises peuvent-elles utiliser, en général, peuvent-elles utiliser cette puissance? Est-ce que ça va leur permettre de se démarquer? Et est-ce que ça ne va pas être vraiment un tsunami et aller au-delà de Watson, où on aura des millions d'emplois qui vont se détruire? Est-ce que c'est quelque chose de puissant ou c'est une crainte à avoir? Antoine? Alors, la question, en fait, c'est une très bonne question. Je pense qu'on n'a jamais vu autant d'innovations disruptrices en aussi peu de temps. Dans tous les domaines, que ce soit la biotechnologie, évidemment les sciences de l'information. Et en fait, comme tout se numérise, évidemment, tout arrive à cette vitesse-là avec les problèmes de technologie. Vous connaissez probablement de Ray Kurzweil, qui est un chercheur intéressant, qui maintenant est l'évangéliste en chef de Google. Ray Kurzweil a créé l'Université de la Singularité, encore des bonnes lectures sur YouTube, si on peut dire comme ça. Donc Ray Kurzweil pense qu'en 2023, mais je dis ça au hasard, mais c'est à peu près par là, donc il prend beaucoup de médicaments et de choses pour tenir jusque-là, on pourra créer un homme qui aura une durée de vie de 220, 250 ans. Bon, possible ou pas, je ne sais pas, mais c'est vrai que, en tout cas, c'est ce sur quoi travaille Google. Alors, c'est vrai que ça donne un peu le tournis, et la question qu'on se pose, c'est comment les entreprises font pour faire de l'innovation dans ce domaine-là. Ce n'est pas une question nouvelle non plus, c'est-à-dire que la grande difficulté de l'entreprise de faire des innovations, et pour moi, l'exemple que je trouve le plus impressionnant au monde, c'est Encyclopædia Britannica. Si je vous donne l'exemple, c'est un vieil exemple. Donc, Encyclopædia Britannica, c'est l'encyclopédie universalis anglaise, la plus vieille université du monde, une des encyclopédies du monde, une encyclopédie de premier rang. Quand Microsoft a inventé le système d'exploitation, etc., ils ont livré à un moment donné avec le système d'exploitation quelque chose qui s'appelait Encarta. Vous avez peut-être connu, c'était une encyclopédie de troisième zone. Et la réponse d'Encyclopædia Britannica, c'est pas un concurrent pour deux raisons. Un, nous, on est une vraie encyclopédie, Encarta, ça l'est pas. Et deux, c'est un CD-ROM, alors que nous, on a des livres. C'est mieux. Au bout de 5 ans, les ventes d'Encyclopædia Britannica ont commencé à baisser. Et là, ils se sont dit, peut-être que c'est un concurrent. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quand on est Encyclopædia Britannica, la façon de vendre, c'est vous avez des gens qui sont payés très cher, qui font du porte-à-porte, et qui vont voir Masti en disant c'est très important de le savoir. Si vous avez une famille et des enfants, la meilleure façon de les éduquer, c'est qu'ils aient une encyclopédie, et on va vous vendre ça à crédit, ça va coûter 10 000 livres, mais comme vous avez payé ça sur 10 ans, ça ne pose pas de problème. Bon, très bien. Donc, qu'est-ce que je fais par rapport à un CD-ROM gratuit? C'est un peu compliqué. Donc, la vraie question, c'était il fallait licencier toute la force de vente, passer sur Internet, même pas faire des CD-ROM, et créer Yahoo. Ça, c'était le futur d'Encyclopædia Britannica. Ça voulait dire, je détruis tout mon système. Mais comme tous les gens qui étaient à la tête d'Encyclopædia Britannica avaient été chefs de la force de vente, ils ne pouvaient pas dire, je licencie mes vendeurs. C'était détruire tous les actifs qu'ils avaient bâtis. Et donc, le problème, ils sont morts en fait. Ils sont morts, ils ont été rachetés. Ils ont commencé par faire payer sur Internet, enfin une catastrophe. Bon, aujourd'hui, c'est autre chose. Mais ils avaient le plus bel actif en anglais du monde, qui leur aurait permis d'être une des 4 plateformes. Ils n'ont pas pu l'utiliser, pas pour un problème de technologie, pour un problème d'état d'esprit. Donc aujourd'hui, la technologie, elle est merveilleuse pour les entreprises. Elle peut être utilisée par tout le monde. Tout le monde peut se réinventer. La vraie question, c'est l'état d'esprit des dirigeants, leur capacité à détruire ce qu'ils ont créé pour aller vers du nouveau. Et ce n'est pas forcément à l'intérieur de l'entreprise que vous devez le faire. Si je prends l'exemple de Via Michelin, qui a été créé il y a une dizaine d'années, c'était impossible de créer Via Michelin, qui était le compagnon de voyage numérique sur Internet, dans Michelin. Pourquoi c'était impossible? Parce que dans Michelin, vous aviez le guide rouge et le guide vert. Et eux, ils n'avaient aucune envie de voir se cannibaliser leurs ventes par de l'Internet. Et donc, il faut savoir le créer en dehors. Donc, je pense qu'une des solutions, c'est soit, comme le disait très bien Barbara, un écosystème, en gardant le cap sur le client, soit en acceptant, au-delà de l'écosystème, de créer des choses qui vont grandir en dehors de l'entreprise et qui seront en fait la future entreprise par rapport à la première qui va s'appauvrir au fur et à mesure. Et qui pourra la rejoindre. Je prends le cas de Via Michelin. Tout à fait. Voilà, je pense qu'effectivement, on peut très bien créer une start-up à côté, la protéger, la laisser prospérer. Et à un moment donné, on se rend compte qu'effectivement, l'évolution des technologies du client fait qu'elle réapporte de la valeur en interne à l'entreprise. Si je prends l'exemple de voyagesncf.com, en fait, on l'a créé comme ça. Et au bout d'un moment, c'est 50% des ventes. Donc c'est au cœur de l'entreprise, au cœur de l'évolution
de la SNCF, effectivement, d'intégrer. Donc ce mouvement aussi de je crée à côté avec des partenaires, je réinjecte et puis je continue à me réinventer en permanence, à étendre dans ma zone de compétences, j'allais dire, est un élément majeur. Moi, je voulais revenir quand même sur l'histoire de la durée de vie, etc., parce que je pense qu'un des sujets qu'on ne discute jamais, c'est les sujets d'éthique derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois que si on prend les statistiques, bon, chaque année, on vit 3 mois à l'œil, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, la durée de vie augmente grâce aux nouvelles technologies, entre autres, etc. Et en même temps, la durée de vie en bonne santé, elle est stable à 62-63 ans. Et du coup, en fait, en faisant ce type de projet, on fait peser aussi sur les futures jeunes générations, je dirais, le poids de gérer alors soit des milliards de gens très vieux et improductifs, voilà, après l'histoire des retraites, etc. Je pense que, je caricature en disant ça, mais c'est vrai aussi pour nous dans le domaine du transport, c'est comment on gère de façon aussi éthique ces transformations et qu'on se pose les bonnes questions pour savoir si ces projets qui auront lieu ne vont pas s'intéresser juste à quelques happy few, voilà, et comment ils vont impacter le futur des jeunes générations, qui aujourd'hui, on sait, est quand même très impacté par toutes les évolutions technologiques qu'on a pu faire, par exemple, dans l'industrie. Donc voilà, je pense qu'il y a des questions éthiques qui viennent derrière, qui ne sont pas les questions que je me pose tous les jours à la SNCF, mais je pense sur lesquelles il faut qu'on travaille tous ensemble. Oui, juste pour répondre à la deuxième partie de la question, parce qu'on oppose très souvent technologie et emploi. Je pense que c'est un faux problème. Je pense qu'il y a, comme Schumpeter le dit, la destruction créatrice. Il y a même Luc Ferry qui a commis un livre sur l'innovation destructrice, etc., etc. Et puis qui fait le lien justement avec les valeurs et l'éthique. Ce qui est clair, c'est que nous devons, notre génération, qui est au départ, qui va gérer, en tout cas, cette transformation numérique de l'entreprise. C'est que moi, j'ai ce que j'ai appelé, on fait beaucoup d'études, on a un think tank qui s'appelle Institute for Business Value, vous pouvez googliser, vous verrez, il y a plein de trucs vachement bien. Et ils font une étude on fait très régulièrement une étude que nous allons recommencer l'année prochaine, où maintenant on interroge, pour que l'étude soit valide, on interroge 4 dirigeants d'un COMEX, d'un comité de direction d'entreprise. Si on n'en a pas 4, c'est pas valide. Donc on veut avoir pas uniquement le responsable de l'informatique, mais on veut un responsable d'une branche de business comme Barbara, on veut le patron de la boutique, on veut le financier, on veut le patron du marketing, etc., pour valider ça. Et puis la dernière livraison, qui a eu lieu il y a 18 mois, quand on l'a traduite un peu en français, nous on avait pulvérisé les interviews parce que je trouvais que c'était extrêmement intéressant parce qu'on apprenait beaucoup à l'écoute de nos clients, bien sûr. Et ce que j'ai appelé le AAA, allusion aux notations, qui est d'abord, c'est d'accepter le point de vue du client. Le point de vue du client, que vous vouliez ou non, il sera émis. Je vous donne juste un exemple. Il se trouve que je vais à un déjeuner il y a 15 jours, que le VTC ne pouvait pas me prendre, donc je prends un taxi. Je rentre dans un taxi qui était dégueulasse. Le mec qui parlait mais fort au téléphone dans une langue que je ne comprenais pas, j'ai rien contre. Et en plus de ça, une conduite qui me permettait assurément d'être pas du tout à l'aise pendant le déjeuner, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis je prends, c'était au moment de, c'était, vous savez, les VTC, les taxis, etc. Puis je prends mon tweet préféré et je dis, voilà, taxi parisien, transformez-vous. Puis je raconte mon histoire. Dans les 15 secondes qu'on suivit, 15 secondes, j'ai le cab qui m'a envoyé un petit mot en me disant « Mon cher Didier, nous serions très ravis de vous conduire ». Ça, c'est la capacité qu'ont les entreprises à capter une information et à vous faire tout de suite entrer en relation avec la marque. Ça, quand Mahasti parlait du risque de marque, c'est fondamental de comprendre ça. C'est que si on ne surveille pas ce qui se dit sur notre marque, ça peut être absolument dramatique. Donc moi, ce qui me soucie chaque matin quand je me lève, c'est de savoir qu'est-ce qu'on dit sur ma marque. La deuxième chose, c'est quand je regarde la configuration de l'emploi dans ma maison, je m'aperçois qu'effectivement, j'ai un peu de transformation à faire. Pourquoi ? Parce que demain, pour développer des applications, on ne va plus les développer en COBOL et en Fortran. On n'a plus besoin d'informaticiens qui soient spécialistes de langage. Vous savez ce que j'ai besoin de recruter ? C'est des designers, des gens qui sont capables de comprendre ce que veut un client, de le dessiner et de le mettre dans une application que vous pouvez utiliser d'une tablette. Maintenant, vous n'avez plus de clavier, vous touchez avec votre doigt.
d'accord ? Pour savoir l'horaire d'un train, acheter. Mon fils revient toutes les semaines de Lille, il achète son billet avec son portable. Maintenant, tout se fait par le portable. Et il montre ça au contrôleur et tout va bien. Mais ça, c'est des nouvelles professions. On a créé un centre à Lille. On en est déjà à 300 emplois, on prévoit 1000 emplois. Bref, il y a de l'emploi dans la transformation digitale, mais ce n'est pas le même. Donc notre responsabilité, c'est quoi ? C'est de créer, d'investir dans l'éducation supérieure, d'aligner les formations sur les besoins des entreprises. Et notre responsabilité sociale, c'est de transformer nos collaborateurs pour qu'ils tirent profit de ça, quel que soit leur âge. Parce qu'il y a cette combinaison entre l'expertise de quelqu'un qui a des années d'expérience et le jeune qui apporte son nouveau regard et de comment on peut utiliser la technologie. Ça, c'est absolument fondamental et c'est très porteur. Merci. Alors, je vais juste vous inviter de manière autoritaire à faire des réponses plus courtes, de manière à ce qu'on ait plus de questions de... J'ai encore un autre élément de réponse ? Non, j'arrête. Bien sûr. Oui. Bonjour, Pierre Ly, École Polytechnique. Donc, on vient de parler de beaucoup de plateformes virtuelles qui sont en train d'apparaître, peut-être au détriment de plateformes réelles. Donc, je pense à Uber qui serait à la place des taxis, Wikipédia à la place de l'encyclopédie, ou Amazon à la place des librairies. Donc, est-ce que la vague numérique n'est pas en train de nous faire perdre notre humanité ? Ah, alors là, ils sont tous en train de se demander qui va hériter de la question. Non, moi, je démarre. Je dis clairement non. Quand j'ai dit tout à l'heure que le numérique, c'est le temps de l'individu, c'est justement de redonner de l'humain à des processus qui étaient trop industrialisés. D'accord ? Trop industriels, c'est-à-dire que de temps en temps, c'est le numérique, ça permet de redonner du sens. Pourquoi ? Parce que vous pouvez vous exprimer. Nous, on a, au sein d'IBM, on a 450 000 collaborateurs qui sont dans un réseau social d'entreprise. On fait des massives online open courses une fois par mois où le président de l'entreprise, Ginny Rometty, la chairman, parle pendant 1 heure. C'est ouvert à tous. Bref, on utilise la technologie pour donner la capacité à l'individu de même réagir par rapport à ce qu'on lui délivre. C'est-à-dire qu'il peut, dans le réseau, faire des messages instantanés, poser des questions au chairman, etc. Et je peux vous dire, au début, ça démarre un peu lentement parce que, vous savez, ce qui est lié à ça, c'est le courage. Le courage de s'exprimer. De temps en temps, je vais vous dire, l'audace, exactement, l'audace. Et ce courage-là, ce qui est incroyable dans une entreprise globale comme la nôtre, eh bien, les pays émergents, ils ont un sacré courage. Et que nous, pays un peu matures, on a plutôt intérêt, oui, ils ont faim, mais nous, on a plutôt intérêt à redécouvrir le courage. Et vous savez quoi ? Ça fonctionne remarquablement. Donc, il ne faut pas opposer le physique, le digital. Le deuxième triple A, c'était activer l'intégration physique et digitale. Le tout digital, ça ne marche pas. Et derrière quelque chose de virtuel, il y a quelque chose d'industriel. Antoine ? Moi, je trouve la question absolument fascinante, parce que ce qu'on constate aujourd'hui, alors je vais prendre 2 exemples, un dans le monde développé et puis un en Chine, qui est aussi développé d'ailleurs, mais se développe un peu moins vite. Tout n'est pas développé en Chine, il y a 3 Chines, on pourrait y revenir. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on se déménage... Enfin, il y avait avant le village dans lequel on connaissait les gens. Il y a une très belle histoire d'ailleurs sur un village aux États-Unis, en fait, qui sont des anciens Italiens qui vivent beaucoup plus longtemps que les autres. Et donc, évidemment, on peut imaginer que tous les médecins américains, tous les épidémiologistes ont voulu savoir pourquoi est-ce que ces Américains d'origine italienne vivent longtemps. Alors, est-ce que c'est le fameux, est-ce que c'est une façon de prendre de l'huile d'olive ou différemment, ou de boire un verre de vin ? C'était pas ça la réponse. La réponse, c'est que c'était des gens qui venaient d'un village très pauvre, qui avaient été en fait à l'époque de la désindustrialisation des mines de fer, avaient dû être contraints de fuir le village. Et leur seule façon de survivre, ça a été en fait d'être très proches en communauté. Et dans cette ville américaine, à côté de Pittsburgh, ce qui se passait, c'est que personne n'était jamais seul. Si quelqu'un était malheureusement amené à être le dernier survivant de sa famille, le boulanger, le boucher passaient le voir, tout le monde passait le voir dans la journée, il y avait beaucoup de contacts. Et les contacts humains, c'est ça qui faisait que l'espérance de vie était la plus grande. Alors, comment Internet ou comment le numérique permet d'avoir ça ? Aujourd'hui, tu parlais d'Amazon ou de... Alors, Uber, c'est un peu différent, mais Amazon, finalement, ce qui est génial dans le numérique, c'est qu'il y a 2 choses. Ça amplifie le gagnant, on en a parlé, mais ça permet aussi de jouer en fait ce qu'on appelle la long tail, c'est-à-dire la queue de distribution. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont passionnés par, je ne sais pas quoi, les Aztèques entre 632 et 635. Bon, pour ceux qui sont passionnés pour ces 3 ans-là, il y a probablement 50 bouquins qui ont été écrits, une communauté qui va se développer et des gens du monde entier, peut-être 10 000 personnes, qui vont pouvoir échanger autour de ça et créer beaucoup de contacts.
Et donc, au contraire, je pense que le numérique ne désintermédie pas ou ne crée pas moins d'humanité, mais en crée beaucoup plus, elle est différente, elle est beaucoup plus mondiale, et ça permet au contraire de partager plus. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'aussi très différent que beaucoup d'entreprises ne comprennent pas encore. Barbara ? Je partage. Je crois que ce qui est important, c'est d'abord le sens dans la transformation de l'entreprise, hein, le sens de l'utile, c'est-à-dire effectivement continuer à pouvoir dire à chacun des employés qui va répondre par exemple sur un fil Twitter à un client, oui, cher François, je m'occupe de toi dans ton train à tel endroit, et finalement, ça développe aussi un sens finalement de l'utilité qui est majeur. Moi, je vois effectivement, quand je discute avec un certain nombre de nos agents, le fait d'avoir des outils du numérique. Il y en a qui ont créé des fils Twitter rien que pour eux, sur leur ligne à eux, en Transilien, en disant, voilà, je vous réponds effectivement, et au travers de ça, je suis sûre qu'effectivement, ils trouvent un sens à leur fonction qui va bien au-delà de celle qu'ils pouvaient avoir avant. Et maintenant, je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est que derrière, il y a quand même des sujets d'éthique, je crois, qui se posent et qu'il faut qu'on ait en tête dans les entreprises pour se dire, oui, le numérique, c'est magique, c'est-à-dire, ça permet plein de choses, ça permet d'être encore plus pertinent face à chaque personne, de façon très individuelle, très personnalisée, mais en même temps, ça permet d'autres choses qui sont peut-être moins sympathiques et qu'il faut absolument avoir en tête pour les interdire. Et donc là-dessus, effectivement, il faut en permanence surfer entre la compréhension qu'on a de l'usager client et de nos employés, le fait de faire des chats, de parler avec eux, on en fait beaucoup à la SNCF, et c'est vrai que ça interroge, hein, parce qu'effectivement, en termes de sens, quand vous retrouvez avec 2000 personnes en chat qui vous disent « on ne comprend rien, ce que tu as fait la semaine dernière, explique-nous cette nouvelle initiative d'aller faire du covoiturage », ben voilà, on est amené à, effectivement, on est soi-même engagé dans la discussion, et ça c'est très positif. Et puis il y a des moments où il faut savoir dire « attention là, l'utilisation de tel type de données, j'ai décidé que nous, à la SNCF, nous ne le faisions pas. » Nous ne le faisions pas parce qu'effectivement, on est en train de toucher des choses qui me paraissent inappropriées. Donc, une formidable opportunité, mais aussi quelque chose à garder en main pour être sûr que tous les jours, on fait notre boulot en donnant du sens à l'activité vis-à-vis de nos clients. Pour illustrer, compléter ajouter quelque chose à la réponse de Barbara, je vais juste citer le patron d'Apple, qui s'appelle Tim Cook, qui, lorsqu'on a annoncé cet accord stratégique entre IBM et Apple, juste imaginez IBM et Apple il y a 30 ans. Enfin, c'est deux mondes complètement opposés. Il parle d'un puzzle qui se reforme de façon extrêmement naturelle. Il y a deux choses. J'ai parlé de l'usage tout à l'heure, de l'interface entre la mobilité, la tablette, le téléphone mobile, etc. Mais surtout, deux choses. Un, les capacités industrielles pour pouvoir faire tourner ces applications dans le cloud, ces infrastructures industrielles, ces usines numériques qui sont absolument nécessaires pour que tout ce dont on a parlé puisse exister un jour. Et la deuxième chose, le point de Barbara à l'instant, c'est que, et souvenez-vous de ce qui s'est passé sur le iCloud il y a 3 semaines ou 1 mois, c'est le niveau de sécurité de l'ensemble de cette infrastructure numérique. Et là, c'est les entreprises, c'est le mariage de ces deux entreprises qui va permettre d'aboutir. Et lui disait, j'ai étudié dans le marché avec qui je pouvais être partenaire pour vendre au monde de l'entreprise. Et l'entreprise qu'il a choisie est arrivée directement, de façon tout à fait naturelle, c'était IBM. Mais pour deux raisons. La capacité industrielle, on vient d'ouvrir d'ailleurs un cloud français. Nous, on a un cloud français, au fait, hein, je vous le dis. Il est en France, avec les données en France. Vous voyez, IBM France est en France. Voilà. Et la deuxième chose, c'est les éléments de sécurité. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, au 4e rang. Alors, il faut juste que le micro... Ah, pardon, attendez, on vous la garde. Oui, on vous la garde. Et juste parce que monsieur a le micro et on vous passe après. Donc, bonjour, Adrien Fenech, étudiant à l'EPITA. Barbara, vous parliez tout à l'heure que l'information avait une place très importante, notamment en temps réel. Par exemple, l'utilisation des Google Glass, ça peut être extrêmement utile. A l'inverse, vous avez des technologies qui sont bloquantes, par exemple les trains, vous en avez pour 30 ans et vous ne pouvez pas les renouveler tous les 6 mois. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver face à un mur par rapport à cet écart de technologie qui est grandissant maintenant? Je crois que non. Enfin, je pense que, alors effectivement, c'est la gestion des deux temps
Et c'est vrai un challenge dans l'entreprise. Maintenant, si vous voulez, notre vie, elle n'est pas que digitale. C'est-à-dire derrière, quand vous êtes, par exemple, pour un médecin, il peut avoir des aides au diagnostic, il va bien falloir à un moment donné, et ils le disent d'ailleurs, il faut que je voie le patient. Hein, les médecins chinois, ils font ça très bien. Le patient dans sa globalité, il faut un peu le toucher, quoi, voilà, pour voir effectivement si l'information et l'aide à la décision qui lui a été donnée ont été bonnes ou pas. Nous, on a un peu le même sujet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien une infrastructure pour faire rouler les trains. Il faut des trains, il faut qu'ils fonctionnent. Alors, la digitalisation, ça nous permet de faire des trucs super. On est beaucoup, enfin, moi, je dirais, un de mes bébés dans mon ancienne vie, c'était l'Internet des objets. Hein. J'avais lancé les premières applications là-dessus il y a 20 ans. On va pouvoir faire des choses magiques, effectivement, en étant capable de piloter ce qui passe, par exemple, la clim des trains personnalisée en fonction de ce que vous voulez demain dans un train. Voilà. Et puis en même temps, on a du hard, du vrai hard, et sur lequel il faut garder des processus industriels. Ce qui me paraît important dans les business models aussi, je vais revenir aussi un peu sur la data. On a d'une part, la data, c'est un peu le carburant de demain. Donc l'utilisation de la data, c'est le carburant, et pour ça, je dirais, il faut être à la fois très ouvert, parce que c'est ça qui crée de la valeur, mais en même temps, pas naïf, parce qu'effectivement, la connaissance, c'est ça qui va nous permettre de progresser. Et on va devoir gérer plusieurs niveaux. Aujourd'hui, sur le digital, on est quelquefois sur des business models. Je parlais du covoiturage récemment avec un expert sur de l'incrémental du business model. Sauf qu'à la fin, il faut quand même avoir des bagnoles, les acheter, les construire, etc. Donc il faut qu'on apprenne à vivre avec ces mondes-là et les mélanger, comme on se le disait tout à l'heure, et être capable effectivement d'être à la fois en temps réel avec nos clients la seconde, et en même temps acheter un train dont je me dis que dans 30 ans, il sera toujours là, et que donc la conception du train, elle doit être super flexible pour être capable effectivement de dire que le carré, qui était le truc dont tout le monde rêvait il y a 20 ans, parce que les gens aimaient bien être à 4 et se causer, c'est le truc qu'ils détestent tous aujourd'hui, et que donc effectivement, je vais devoir être capable de reconfigurer mon train pour faire en sorte que vous y voyagez heureux. Donc c'est ça en fait, c'est de se dire comment je navigue entre le hard et puis j'allais dire des parties très flexibles qui vont me permettre de m'adapter, sachant qu'à la fin, un train, il roulera toujours sur des rails. Voilà. Merci, monsieur. Bonjour, Faudil, je suis consultant en informatique chez Accenture. Quels sont les changements structurels et organisationnels que doit mettre en place l'entreprise pour réussir cette transition vers ces nouvelles technologies? Antoine? Alors bon, ça c'est ma question favorite. Hein. Voilà, mais avec monsieur n'est pas encore client, donc une réponse synthétique. Voilà. Il ne faut pas lui faire une consultation complète. Non, mais je ne vais pas le faire. Juste donner quelques éclairages. Je pense qu'effectivement, la question c'est comment on vit dans une entreprise qui doit avoir deux vitesses. Il y a la vitesse industrielle et la vitesse digitale. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin encore de la vitesse industrielle? Il y a en fait toute une partie du système d'information de l'entreprise qui, lui, ne doit pas changer, sur lequel on l'a effectivement bien pensé. On a mis en place des processus, parfois même avec de l'outsourcing et de l'offshoring, et ça peut vivre comme ça. En revanche, comme le disait bien Barbara, quand le client aujourd'hui, il y a de tels changements, et si on veut garder le client au centre de l'entreprise, le fait de dire, si vous allez voir quand un directeur marketing veut lancer une nouvelle application, un processus dématérialisé, c'est-à-dire quelque chose pour une entrée en relation avec un client, lui répondre sur Twitter, lui donner des points sur une carte de fidélité, et que la réponse de l'informatique c'est « pas de souci, je sais faire, rendez-vous dans 3 ans », ça ne marche pas. Donc ce que le client veut, c'est dans 3 mois, parce qu'il y a une start-up qui va le donner. Et aujourd'hui, ce qui se passe, si l'informatique ne répond pas en 3 mois, le directeur marketing va dire « il n'y a aucun problème, je n'ai pas besoin de toi ». Il va aller voir une boîte de pub, un consultant informatique, Accenture, je ne sais qui, il va lui dire « fais-le-moi », il va le faire pour 3 mois, on va le déconnecter du système d'information et on aura la réponse. Le problème, c'est comment ce sera déconnecté du système d'information, il n'y a aucune chance qu'on fasse une plateforme. Et donc, il faut savoir gérer 2 vitesses. Alors, ça demande beaucoup de choses, ça demande de recruter des gens différents, ça demande de mettre en place une gouvernance, des processus de décision très différents pour être capable, effectivement, de mettre en place ces plateformes. Et c'est très contre-intuitif, parce que ce qu'on a envie de dire, c'est « allez, je vais vous donner quelques dizaines de millions d'euros pour jouer et développez-moi les applications », et ça ne sert à rien. Donc, en fait, il faut quand même avoir une vision un petit peu centralisée, plutôt en mode open source, c'est-à-dire qu'en fait, le centre peut penser à des choses, des plateformes, mais il faut qu'il y ait beaucoup d'expérimentation et d'innovation, et il faut qu'on ait à la fois des plateformes technologiques pérennes et en même temps beaucoup d'innovation pour essayer des choses. Et pour revenir à la question sur qu'est-ce que ça change d'un point de vue du consommateur aussi, comme on peut avoir le feedback si on développe tous les 3 mois
de qu'est-ce qui est vraiment utilisé par les clients ou par les employés, ça change complètement la façon de concevoir les applications. On peut faire beaucoup moins, beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Et ça, c'est la transformation du numérique, mais c'est sûr que quand on vient de 25 ans de développement informatique qui va durer 3 ans avec du SAP ou du Oracle, on n'a pas les compétences aujourd'hui qui savent faire ça. Merci. Une question au premier rang. Et après, on va partir tout au fond là-haut. Donc, Florian Berco, étudiant à Sciences Po HEC. Alors, je voulais revenir sur un point qui a été abordé en filigrane, c'est la question générationnelle, et savoir comment les entreprises voyaient la nouvelle génération née avec Internet, les digital natives. Donc, comment vous les intégrez au quotidien dans les entreprises? Enfin, nous, on en recrute beaucoup, puisqu'on recrute 6 000 jeunes par an. Alors, tous ne sont pas au même niveau, parce que ce qu'on appelle la white generation, il y a sûrement vous en face là, de moi, qui êtes des digital natives, etc. Tous les jeunes de votre âge ne le sont pas, ou en tout cas pas de la même façon. Donc, je pense qu'il y a un premier sujet, c'est qu'effectivement, chaque individu là-dessus a son passé. Je crois que ce qui est très important de repérer, c'est que c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'à la fois, la capacité qu'a cette jeune génération de mieux comprendre les attentes de nos clients de demain. Sa capacité finalement à reconnaître l'expertise, c'est ce que montrent toutes les études, qui montrent qu'à la fin, parce qu'on avait tendance à dire, voilà, la nouvelle génération, ils arrivent, ils prennent, ils se barrent, voilà, enfin finalement leur fidélité à l'entreprise n'a plus rien à voir. En fait, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que, vous avez besoin, effectivement, sans doute, d'avoir des repères de compétences. Est-ce que ça m'apporte? Est-ce que je grandis? Est-ce que finalement je vais me développer dans ce monde-là? Et c'est ça qu'il faut qu'on développe. Et par ailleurs, je reviens sur la question que vous aviez posée sur le hard et le soft. Il faut les deux pour progresser. Donc, nous, ce qui est important, c'est de pouvoir à la fois injecter des digital natives, j'allais dire, dans tous les processus clients et à tous les niveaux de l'entreprise, de façon aussi fine que possible, y compris sur les aspects, j'allais dire, très hard. Par exemple, nos technicentres de matériel, il y a des gens qui doivent comprendre ça. Et en même temps, apporter l'expertise, j'allais dire, des vieux de la vieille, qui savent comment roule un train, qui savent que quand j'entends ci et que j'entends ça, ça marche ou ça marche pas, pour essayer d'avoir le mieux des deux mondes. Et ça, il faut des programmes là-dessus, il faut vraiment l'organiser, le lancer, le coordonner, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, monsieur, alors, je suis désolé de vous désigner avec vos cheveux blancs, parce qu'en plus, on a des projecteurs dans la figure, donc c'est votre élément distinctif à cette distance. Monsieur. Oui, bonjour. Francis Charon, je suis directeur général de la Fondation de France, mais je suis aussi médecin de mon corps d'origine. Et je voulais revenir une seconde sur les questions d'éthique dont on a parlé tout à l'heure. Parce que vous avez parlé, maître, des grandes normes difficiles qui compliquent la vie de tout le monde. Mais avec Watson, il y a un certain nombre d'informations qui arrivent à l'ordinateur pour être une aide au diagnostic. J'ai les cheveux blancs. Et je voulais savoir, la multiplication des données, maintenant on fait un décryptage d'ADN génétique en une journée, $1000. Donc on va obtenir sur les gens des informations cartographiques de leur santé qui seront absolument immensissimes. Et là on ne parle plus de savoir si on aime voyager près de la fenêtre ou avec la clim et pas la clim. On arrive à des données totalement personnelles qui vont poser des problèmes d'éthique en matière de management de la santé. Et par exemple, est-ce que l'assurance va dire est-ce que je peux avoir votre cartographie génétique pour savoir si je vous assure ou pas? Est-ce que votre gène 22B3A est défaillant, donc je ne vous assure pas, ou ça coûte de plus en plus cher? Et donc, est-ce que c'est l'introduction d'une médecine à 2 vitesses, plus qu'aujourd'hui, mais une médecine de 2 vitesses, de celles qui pourront se payer les services et l'assurance, et celles qui ne pourront pas? Et en tout cas, comment concilier la flexibilité du numérique, la gestion des données et l'éthique de la préservation de cette, alors là, vraiment intimité de chacun que personne n'a envie de mettre sur le net, de savoir s'il boite, s'il a une hépatite, etc. Merci, sachant qu'effectivement, d'ores et déjà, les assureurs vous proposent ces fameux bracelets de Quantified Self pour votre bien, pour récupérer vos données. Maître. C'est probablement le sujet le plus complexe en matière de données. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, toute la partie données à caractère plus commercial est rentrée dans nos mœurs. On aime communiquer, on n'aime pas communiquer. Quel que soit finalement ce que l'on en pense, il y a un certain nombre de règles, il y a des normes précises, et dans le fond, voilà, il convient de les respecter.
Maintenant, le vrai sujet, et c'est vraiment le vrai sujet à la fois d'aujourd'hui et de demain, c'est ce niveau de détail, cette approche si intime de chacun, et considérant aussi le fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle pour apporter finalement un meilleur soin, pour apporter un meilleur soin à chacun, on considère qu'il va falloir passer par cette étape à la fois d'analyse et donc finalement d'identification de ces données par anticipation et de stockage de ces données et dans le fond, troisième étape de traitement de ces données. Alors aujourd'hui, il y a des règles. Il y a un certain nombre de règles, notamment sur l'hébergement des données de santé. Il y a des organes qui ont vocation à contrôler ce principe d'hébergement. N'importe qui ne peut pas se retrouver à héberger des données de santé. N'importe qui ne peut pas se retrouver à communiquer des données de santé. Mais c'est vrai que ces principes, qui sont aujourd'hui pour le moment assez rigides, sont dans une zone tout de même de flou important parce qu'on est dans une phase où à la fois la recherche est dans une phase de progrès immense. On parlait de tous ces calculateurs qui permettent d'identifier des données invraisemblables dans une vitesse absolument inouïe. Et de l'autre, le besoin finalement de voir dans quelle mesure et dans quelles conditions on va pouvoir les exploiter. Il y a quelques années, on disait il est parfois urgent d'attendre et de ne pas légiférer. Et à d'autres époques, on a considéré qu'il était urgent de légiférer. Sur ce sujet-là, je pense qu'il est forcément urgent de légiférer, d'établir un cadre et des règles extrêmement strictes, parce qu'encore une fois, la nature et la sensibilité de ces données n'a rien à voir avec les données dont on parlait tout à l'heure. Mais en même temps, il faudra probablement, et c'est là où c'est la si grande nuance et la grande difficulté de cette thématique, de voir dans quelle mesure on peut voir les choses et laisser tout de même chacun évoluer et permettre à cette norme de vivre dans le temps. La grande difficulté du numérique, c'est pas tant d'établir des normes pour aujourd'hui, parce qu'on voit quand on établit un certain nombre de normes pour aujourd'hui qu'elles sont obsolètes dans un délai extrêmement court. C'est comment on établit ces normes et qu'on leur permet tout de même de vivre et on leur permet finalement d'évoluer avec l'évolution à la fois de nos mœurs et de l'évolution de la science. Donc, s'il est certain que ces contraintes-là et celles qui existent et celles qui devront exister doivent être extrêmement précises, extrêmement strictes, il est clair qu'il conviendra de trouver là-dedans une part d'évolutivité raisonnable qui permettra finalement à la science aussi de progresser et d'évoluer. Merci. Monsieur. Bonjour, je suis Nicolas Antonini, je suis un manager d'un cabinet de conseil en transformation digitale pour les entreprises. Deux petites choses juste avant de vous poser ma question. Le tout étant extrêmement bref. Sachant que je suis croyant et pratiquant digital, donc deux petites choses. Première chose, c'est qu'effectivement, je suis désolé de vous le dire, je trouve très peu d'audace dans vos propos. Et pour l'instant, j'en suis friand. Donc ma question va porter sur l'audace. Et que de secondo, je pense à deux choses qui m'ont, au fil de vos conversations, deux choses qui sont venues en moi. Une qui va parler à Madame Dalibard, qui est très simple, c'est que je pense qu'on fait souvent la confusion étymologique, mais je me permets, entre numérique et digital. C'est-à-dire que je trouve que le numérique est un excellent moyen de transport pour le digital, comme le train est un excellent moyen de transport pour l'humain. Voilà, c'est ma conviction et je continuerai à la porter. Et deuxièmement, ce que disait tout à l'heure Monsieur Barbet, ce qui était un début de conversation assez intéressante, c'est qu'effectivement aujourd'hui il y a un constat. Dans le top 100 des entreprises françaises, il n'y a qu'une seule entreprise qui a moins de 30 ans, elle s'appelle Free, vous la connaissez toutes. Aux États-Unis, il y en a 69 sur 100. Aujourd'hui, la plus vieille entreprise du CAC 40, c'est Saint-Gobain, elle a 347 ans. Elle a énormément, c'est une très très vieille dame, qui a beaucoup de difficultés à se transformer, à avancer digitalement et numériquement. Mais on ne va pas faire du French bashing, on est aujourd'hui pour être positif et être audacieux. Et effectivement, la question est très simple, c'est qu'est-ce que vous faites chaque jour dans vos vies de patron ou en tout cas de dirigeant d'entreprise pour mettre de l'audace, parce que je crois qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un excellent mot, l'audace, l'innovation, etc. Michel Serres dit qu'on est en train de vivre une révolution qui est au-delà de la révolution de l'imprimerie et de la révolution industrielle.
Aujourd'hui, quelle est l'audace? Quelles sont les opérations audacieuses que vous faites pour faire avancer tout ça? On va le faire dans l'ordre. Dans l'ordre. Alors pour faire du France Celebrating, vous savez que c'est à la mode depuis la visite du Premier ministre chez L'Oréal, le France Celebrating et les BFM Awards. Non, plus sérieusement, ce qu'on fait tous les jours, je pense que le frein, quelque part, et j'en parle suffisamment à l'aise parce que ma voisine de gauche est tout sauf ça, c'est la frilosité des dirigeants d'entreprise. Je pense que il y a quelques exemples dans le CAC 40 de quelques nominations dont Barbara va très bien comprendre à qui je fais allusion, où on rassemble à la fois la responsabilité du marketing, de la distribution et de l'informatique. Un ancien de votre maison, dans un grand groupe hôtelier. Et qui a à la fois le marketing, le digital, l'informatique et la distribution. Pour répondre à ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas opposer le système informatique avec le système digital. C'est complètement aberrant, c'est fini ça. C'était peut-être vrai dans le passé, sauf que les petites solutions qui sont faites avec un petit cabinet du coin de la rue, comme je dis de temps en temps, c'est pas pérenne parce que c'est pas industriel. Et que ce qui fait la satisfaction d'un client, c'est la durée. Et donc la durée, ça nécessite d'avoir des infrastructures solides pour faire ça. D'accord ? Nous, ce qu'on fait tous les jours, c'est que vous disiez que vous étiez croyant et pratiquant. Moi, je suis super croyant et super pratiquant pour aller expliquer ça à des dirigeants d'entreprise en arrivant dans leurs entreprises avec des points de vue qui ont été développés par nos consultants, où on peut dire voilà ce qu'on pense, de quelle façon le digital va changer votre industrie, va changer votre entreprise, et même que votre approche verticale vous emmène, pas dans le mur, mais vous créez certainement des problèmes de demain, alors que la valeur, elle se crée dans le transversal. Et comment on peut l'aider par le digital à faire du transversal? C'est ça qu'on fait tous les jours. Barbara. Moi, côté SNCF, ce qu'on aime bien faire, en fait, c'est se fixer des défis. Alors, je vais prendre un défi pour illustrer ça, c'est le défi Ouigo. C'est de se dire, bon voilà, aujourd'hui on a des clients qui sont très sensibles au prix. Voilà, voilà, je suis sûre dans la salle, j'ai un échantillon. Et même si on a aujourd'hui le train le moins cher d'Europe, et c'est vrai, comment est-ce qu'on peut faire mieux? Et de dire, voilà, comment on peut inventer un TGV qui coûte 40% moins cher à la place. Voilà. Et donc, en se fixant un objectif complètement très loin, parce que 40% moins cher, alors que le train, vous l'avez, les gens, il faut les payer, le conducteur, vous n'allez pas lui diviser son salaire par... enlever 40% de son salaire, etc. Comment vous faites ça? Effectivement, de mettre des gens autour de la table, et je prends l'exemple de Ouigo parce que ça a été un peu waouh, parce qu'au début, on s'est dit on ne va jamais y arriver. Et puis de mois à mois, vous vous rendez compte que vous avez gagné 10, 20, 30, et qu'il y a 100 innovations derrière qui ont fait qu'il y a les gars qui, dans le Technicentre, se sont dit voilà comment on peut réparer le train plus efficacement, plus vite. Il y a les agents qui se sont dit bon ben voilà, si je suis à bord et au sol, ça va aller plus vite. Voilà. Et donc toute une série d'innovations finalement de process et de toute nature et digitale qui font qu'à la fin, on a réussi à faire ça et avoir le train à grande vitesse le moins cher du monde maintenant. Voilà, donc c'est ce type de projet, moi je crois, qui nous font envie, et des projets comme ça, je cite celui-là parce qu'il a été assez emblématique, mais il y en a plein tous les jours. Le fait de se dire, oui, on va faire le calculateur d'itinéraire en 6 mois, qui va avoir le prix de la Commission européenne. Donc se fixer un peu un défi et mettre des équipes ensemble avec des gens diversifiés pour être capable de le faire, je crois que c'est une façon. Et puis, encore une fois, quelquefois on se plante, quelquefois on réussit, il faut laisser 1000 fleurs, s'épanouir pour à la fin, effectivement, récupérer ce qui va faire des vrais produits. Je voudrais juste revenir sur digital et numérique, parce que c'est un truc qui me fait rigoler et sur lequel je parle beaucoup avec Yves Tirode, qui est le Chief Digital Officer de la SNCF. C'est que, donc moi j'ai un passé de télécommunicante, et digital, c'est égal à numérique en anglais. C'est-à-dire que quand j'étais petite à l'école, à l'ENST, mon bouquin de télécom, il s'appelait Digital Communications. Donc moi je ne fais pas une différence, je dirais le digital et le numérique, c'est quand même à peu près la même chose en 2 langues différentes, sauf que effectivement en France on lui a donné un peu un autre terme. Mais donc à la fin, ce qui est important, tout ça, c'est le futur des architectures informatiques qui permettent d'aller plus vite, plus fort, plus loin, et avec des fonctionnements très très différents. Mais à la fin, c'est quand même des digits, c'est-à-dire quelques petites bits qui se promènent sur des réseaux. Voilà. Est-ce qu'on continue notre tour de table? Nous, on a fait Start You Up.
Il fallait aider les entreprises françaises. On a créé une offre pour des entreprises qu'on a sélectionnées après un processus de sélection extrêmement long, extrêmement ardu. Et on leur propose tout le droit à un système All You Can Eat pour 200 € par mois pendant 1 an. Et on a, grâce à ça, travaillé un peu plus de 1200 heures depuis le début de l'année 2014 pour des jeunes pousses techno françaises. Le critère de choix, c'est d'avoir moins de 40 ans, une entreprise française et d'avoir un projet audacieux, justement. Et on espère que parmi ces entreprises-là, on aura justement des futures aussi belles et grandes boîtes du CAC 40 futures. Je vous trouverai des gens audacieux de plus de 40 ans. Antoine Ces jeunes gens. Moi, je suis beaucoup moins pessimiste. On est en contact au BCG avec beaucoup de comités exécutifs de grandes entreprises en France et dans le monde. C'est vrai que sur les 3-4 dernières années, on a bien vu qu'il y avait une vraie question qui était autour de finalement comment on approche le sujet. Pas évident, hein, parce que la dernière fois qu'on a automatisé les processus, c'était facile. Je prenais SAP ou Oracle, je prenais un cabinet informatique de type Accenture ou autre, et puis grosso modo, je demandais 200 millions d'euros au board, et avec ça, mon dossier passait. Alors ça me coûtait 400 millions d'euros, ça mettait 5 ans, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui, sur le numérique, il n'y a pas d'entreprise de logiciels qui soit le référence, il n'y a pas d'entreprise informatique qui soit référence non plus, et le board n'a pas de maturité digitale. Donc ça fait 3-4 ans qu'on voit bien que les gens se posent la question. Mais franchement, depuis 1 an, je pense qu'il n'y a plus de questions, tout le monde a basculé, et donc c'est en train d'arriver. Et moi, je trouve au contraire que les entreprises du CAC 40, et d'ailleurs plus généralement internationales, sont très ouvertes sur ce qui se passe dans la Silicon Valley, très ouvertes sur ce qui se passe en Chine aussi ou en Inde, et je trouve qu'au contraire, ils sont en train de bâtir des plateformes. Donc moi, je trouve que l'audace, elle est en train d'arriver. On la voit déjà plus ou moins. Je pense que ce qu'a fait la SNCF ou ce qu'est en train de faire Accor, puisque Didier en parlait, c'est un bon exemple d'audace dans le numérique. Merci, madame. Oui, merci. Patricia Guillemard, avocat, je connais Barbara. Je voudrais revenir un petit peu sur la confidentialité des données, car j'avoue que nous avons tous des enfants, et aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que la protection justement contre nous-mêmes soit vraiment installée aujourd'hui. Puisque d'ailleurs même la société IBM met en place un e-cloud français, puisque c'est le moyen de récupérer toutes les données, et donc le risque de ce qu'on devienne des clones. Et la gratuité, effectivement, aujourd'hui du système Internet, c'est que le revers du décor, c'est que toutes nos données sont revendues et tous nos besoins sont standardisés, etc. Donc je voudrais savoir si à part le CNIL qui intervient pour contrôler, s'il y a une véritable coordination d'institutions qui met en place justement une moralisation des affaires, des sociétés, de l'esprit, car aujourd'hui j'ai plutôt l'impression que l'audace, elle existe complètement dans les sociétés qui ont absolument tout compris, de savoir exploiter à fond nos données, et nous, on est tout à fait victimes, à mon avis, et manipulés. Et je voudrais savoir si aujourd'hui il y a vraiment sur le terrain des institutions qui viennent protéger nos enfants. Alors, Masti vous a dit l'affection et la considération qu'elle avait pour la Commission nationale informatique et liberté, mais peut-être répondre à votre consoeur. C'est une question bien difficile. Je crois qu'on peut considérer qu'il y a un grand nombre de démarches qui sont effectuées par les entreprises en fonction de leur business model pour essayer, pour certaines, de promouvoir cette protection à un degré élevé et pour d'autres à un degré moindre, parce que simplement le fond de leur business model, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'exploitation de la donnée. Donc, il y a une part importante de connaissance et de compréhension de la part de chacun d'entre nous, mais qui est extrêmement complexe, je vous l'accorde, qui est de savoir, mais dans le fond, à qui j'ai affaire et quelle est la typologie et quel est le modus operandi de l'entreprise avec laquelle je vais faire affaire. Ensuite, en ce qui concerne les enfants, c'est vrai que c'est un domaine d'une sensibilité majeure et un très grand nombre d'acteurs se voient, je dirais, en off, pour justement essayer de réfléchir et voir dans quelle mesure on peut mettre en œuvre des mesures qui permettent de protéger les enfants. Un certain nombre d'entreprises, y compris des personnes assises autour de cette table, font partie de ces groupements de discussion. Un certain nombre de grands groupes, à la fois des fournisseurs d'accès, des boîtes de techno, des prestataires de services, etc.,
en parle et essaye de mettre en œuvre un certain nombre de mesures. La difficulté, c'est l'efficacité de ces mesures. La difficulté de ces mesures, c'est que dans le fond, on se rend bien compte aujourd'hui que une part importante de cette responsabilité incombe aussi à la cellule familiale. Parce que nos enfants, finalement, ils sont devenus des digital geeks. Ils savent mieux que nous utiliser un certain nombre de produits. Dès leur plus jeune âge, ils savent tourner les pages. Dès leur plus jeune âge, ils arrivent à rentrer leurs coordonnées sur des systèmes. Et même si on dit, attention, ce système est réservé à des enfants de plus de 16 ans, 14 ans et autres, on voit bien que dans certains cas, peu importe le fait qu'il y ait cette restriction qui soit inscrite dans le marbre, le fond de l'histoire, c'est que les enfants arrivent aujourd'hui à se connecter. Nous avons, à titre d'exemple, un contentieux qui a été initié par une famille contre un de nos clients parce qu'il considère qu'un enfant de 13 ans s'est connecté et a fait des achats en ligne sur les comptes des parents. On comprend parfaitement, à la limite, on se dira, c'est pas la fin du monde, c'est un achat, la valeur est de 10 € et ça ne va pas révolutionner le fond de l'histoire. Mais ça revient complètement à votre thématique qui est de dire quels sont les garde-fous et... Non mais... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toute la complexité de la protection en matière de données personnelles. C'est protège-moi contre moi. Vous savez, et les autorités ne peuvent pas, à un moment donné, me semble-t-il, malgré toute leur détermination, prendre plus la main de ces grands enfants que nous sommes pour essayer d'aller contre notre volonté. Vous le savez bien, les règles sont strictes, les règles sont nombreuses, les règles sont poursuivies, les audits ont lieu en permanence, mais à l'arrivée, celui ou celle qui a envie de communiquer ces données demeure libre de les communiquer et ça fait partie d'un de nos droits fondamentaux pour lequel chacun doit pouvoir également se battre. En tout cas, n'en doutez pas, l'autorégulation, ça ne marche pas, puisque c'est le carburant de leur modèle économique, donc ne comptez pas sur eux pour être raisonnables. Donc effectivement, c'est bien quand même par l'autorité publique et par la contrainte financière qu'on arrivera à obtenir quelque chose. Madame. Merci. Bonjour, je suis Mira Braganti, je suis passionnée par la transformation digitale et je vous remercie pour votre intervention tout à l'heure sur le digital et le numérique. Je tiens à vous remercier dans un premier temps d'avoir une table ronde avec autant de femmes que d'hommes. Ça fait 2 jours que je suis à la Cité de la Réussite et ce n'est pas le cas. Ce qui laisse à croire que dans le digital, il y a autant d'opportunités pour l'audace au féminin qu'au masculin. Premier point. Deuxième point que j'aimerais évoquer avec vous, jusqu'à présent, vous avez évoqué la dimension technologique. Vous savez, c'est absolument formidable que d'avoir des entreprises qui sont tournées vers leurs clients. Mais il ne faut pas oublier que la transformation digitale, c'est aussi la transformation de l'ensemble de vos collaborateurs. Et non pas seulement les digital natives. Vous avez 5 générations dans vos entreprises. Alors, surprenez-moi, quels sont vos dispositifs audacieux pour fédérer, emporter et faire rêver l'ensemble de vos collaborateurs dans cette transition digitale. Merci. Et leur conserver leur emploi. Pardon. Barbara. Non, mais c'est une vraie question, c'est évident. Enfin, même, je me rappelle le moment où on a mis en place des smartphones pour chacun des contrôleurs. Les contrôleurs dans les trains, il y en avait qui n'utilisaient mal leur téléphone portable. Donc effectivement, quand vous leur mettez un smartphone en main, vous dites effectivement il y a une vraie transformation. Vous avez absolument raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des formations au plus près pour les aider. Ça veut dire des applications ergonomiques. Donc effectivement, on peut faire du digital simple. La preuve, c'est qu'effectivement, les enfants savent s'en servir. Donc les accompagner, les aider, les faire travailler en réseau avec leurs collègues, parce que ça marche très bien. Et puis, effectivement, au travers d'outils qu'on met en place, alors nous, on a des réseaux sociaux, effectivement, du type TGVN Co, y-changeons dans l'entreprise, qu'on utilise, effectivement, pour les faire changer. Je voulais juste faire un clin d'œil à propos des filles, quand même, parce que j'ai appris un truc qui m'a fait vraiment rigoler, des filles et du transport. Il y a une société d'assurance en Angleterre qui a mis en place une offre qui s'appelle « Drive like a girl ». Parce qu'effectivement, comme vous le savez tous, n'est-ce pas, nous conduisons extrêmement prudemment. Elles utilisent les big data pour regarder le fonctionnement et le comportement individuel de chaque conducteur. Et s'ils conduisent comme les filles, ils ont 50% de ristourne sur leur prime d'assurance. Voilà. Juste un élément complémentaire. Tout à l'heure, j'ai parlé des collaborateurs. Dans notre entreprise, d'abord, on appelle ça les Digital IBMers. Et il y en a 450 000.
On a un réseau social d'entreprise qui permet de mettre à la disposition de tous l'ensemble des ressources de l'entreprise. On a des applications sur des mobilités, sur des tablettes, etc., qui permettent d'aller chercher les expertises, etc. Bref, de créer cette transformation pour chacun des collaborateurs. On a surtout investi massivement sur ce que j'ai dit tout à l'heure, les Massive Online Courses, pour adapter, former nos collaborateurs et qu'ils soient d'eux-mêmes les ambassadeurs de l'entreprise digitale que nous sommes. Alors ça repose beaucoup sur la technologie, mais la technologie, sans les usages, sans les collaborateurs, ça mène à rien. Non, moi, j'avais évoqué tout à l'heure, mais peut-être que je n'ai pas été assez convaincant. Antoine. C'est la bonne question, c'est la question que j'appelle la question du feu de camp pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie, elle est utilisée, c'est sympa, on se met autour d'un réseau social, on joue de la guitare, on fait un feu de camp, c'est très utile. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on fait une forge. C'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce qu'on arrive... La technologie, elle existe dans l'entreprise. Je veux dire, tout le monde a un smartphone, les gens les ont, etc. La question, c'est comment on trouve l'usage intéressant autour d'un client, autour d'un projet, autour d'une construction de quelque chose pour effectivement les gens communiquent entre eux avec de la valeur ajoutée pour gagner en productivité, en plaisir aussi, parce qu'en lien social, ça permet aux experts d'être beaucoup plus productifs, ça permet de créer de l'emploi. Donc je pense qu'il n'y a pas de risque là-dessus. Et donc effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, les gens se cherchent, mais il y a plein d'expériences qui sont en cours et je ne suis pas du tout pessimiste là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de feux de camp et pas encore assez de forges, c'est assez vrai. Merci pour cette image bucolique sur laquelle nous allons achever cette conversation évidemment technologique, mais comme vous l'avez justement rappelé, ne doit pas ignorer le volet humain parce que lui saura se rappeler à nous dès lors qu'effectivement il rencontrera des difficultés grandissantes. Merci en tout cas pour votre présence et vos contributions utiles. À bientôt.